Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Seyed Msemarandi, professeur à l'Université de Téhéran et également ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire iranienne. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci Glenn, merci beaucoup de m'avoir invité. Il semble donc que, du moins avant que nous commencions, vous ayez mentionné que le gouvernement iranien ne pense pas que cette guerre soit complètement terminée et qu'il se prépare à une éventuelle seconde manche. Et encore une fois, je pense qu'il y a des raisons de soupçonner qu'Israël n'en a pas complètement fini. Cependant, lors de la seconde manche, il est également très probable qu'Israël puisse utiliser un proxy, que ce soit la Syrie dirigée par Jolani, et certains ont même suggéré une implication plus profonde de l'Azerbaïdjan. Je voulais commencer par parler de l'Azerbaïdjan, car c'est dans l'actualité en ce moment. Il semble que le pays intensifie un peu l'hostilité, non seulement envers la Russie, mais aussi envers l'Iran. Je voulais donc vous demander à quel point prenez-vous ces accusations au sérieux? L'Iran est-il inquiet de l'Azerbaïdjan en ce moment? La République d'Azerbaïdjan pose problème, car elle entretient une relation très étroite avec le régime israélien. Erdogan en Turquie et Aliyev en Azerbaïdjan collaborent beaucoup avec les Israéliens. Nous savons que le pétrole part de Bakou, traverse la Turquie et arrive au régime israélien, et qu'il existe d'importants échanges commerciaux et économiques entre ces trois pays. La République d'Azerbaïdjan reçoit beaucoup d'armes du régime israélien. Leur alliance est très forte, et cela représente bien sûr une menace du point de vue iranien, une menace pour la région. L'Azerbaïdjan est également très vulnérable car c'est un petit pays. Il est pris en étau entre l'Iran et la Russie. Aliyev est bien sûr le dirigeant à vie du pays, et il a la réputation d'être très imprévisible. À un moment donné, l'Iran l'a même aidé pendant les jours très difficiles traversés par le pays. Mais plus tard, les Américains l'ont convaincu de s'éloigner de l'Iran, et il l'a fait. Aujourd'hui, on pense qu'il soutient en réalité le régime israélien et son agression contre l'Iran. C'est une croyance largement répandue parmi les Iraniens ordinaires, en particulier ceux qui vivent près de la frontière, que des drones partent de la République d'Azerbaïdjan pour pénétrer en Iran et attaquer des cibles, y compris des cibles proches de la frontière dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental, dans les provinces du Nord et même à Téhéran. Donc la situation devient de plus en plus tendue. Les Iraniens, bien sûr, souhaitent un Caucase pacifique. Nous voulons que nos pays voisins vivent en paix, car c'est dans l'intérêt de tous. Dans la région du Golfe Persique, même si toutes ces dictatures familiales arabes sont liées aux États-Unis, l'Iran ne souhaite pas étendre la guerre à ces zones, car cela n'est dans l'intérêt de personne. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Iran. Ce n'est dans l'intérêt de personne d'autre. Mais si les Iraniens estiment que Bakou insiste pour poursuivre ce type de coopération avec les Israéliens au détriment du peuple iranien, alors je pense que nous verrons probablement un changement. Nous verrons un changement dans la position de Téhéran envers Aliyev, et cela pourrait être dangereux, je veux dire, dangereux pour lui. L'opinion publique en Iran est très négative à son égard. Et je pense qu'il sous-estime à quel point les habitants des provinces du Nord sont en colère, en particulier celles proches de l'Azerbaïdjan, la République d'Azerbaïdjan. Donc, il faudra attendre et voir. Mais le président Pachinian était là hier, et je pense qu'il est clair ce qu'il essayait de faire. Il tentait, parce qu'il y avait une conférence de l'ECO, où les chefs d'État des membres de l'ECO participaient, et je suis sûr qu'il a parlé à Aliyev des préoccupations de l'Iran et a essayé de lui ouvrir la porte pour lui dire « Regardez,
Vous avez l'opportunité d'améliorer les relations, mais vous risquez aussi de vous attirer de graves difficultés. Donc je pense que c'est là où nous en sommes actuellement avec Aliyev. Eh bien, pour les Européens et les Américains, l'Azerbaïdjan a toujours occupé cette position importante, car si l'on veut atteindre l'Est, en particulier l'Asie centrale, et que l'on souhaite éviter à la fois les Russes et les Iraniens, ce corridor énergétique, si l'on parvient à attirer l'Azerbaïdjan dans sa sphère d'influence, permet non seulement d'accéder à la Caspienne, mais aussi de s'étendre vers l'Asie centrale, ce qui reste toujours une considération dans ce nouveau grand jeu, comme on l'appelait. Mais non, il est probablement judicieux, étant donné que le pays est pris en étau entre la Russie et l'Iran, d'offrir également des incitations afin de ne pas déclencher un dilemme sécuritaire. Mais en ce qui concerne la Syrie, il y a aussi des rumeurs actuellement sur la possibilité que Trump lève les sanctions contre la Syrie. J'ai des sentiments mitigés, je pense que c'est une bonne chose que le peuple syrien, qui souffre généralement des sanctions, en soit soulagé. D'un autre côté, cela semble être une étape de préparation pour rapprocher la Syrie de Jolani de la sphère d'influence américaine et aligner les intérêts politiques. Cela pourrait-il signifier une implication syrienne dans une future attaque contre l'Iran? Une chose que je pense en revenant à la République d'Azerbaïdjan, c'est que M. Aliyev, à mon avis, interprète mal la situation actuelle dans le monde. Dans les années 90, lorsqu'il s'est éloigné de l'Iran, sur ordre des États-Unis, sous la pression des États-Unis et des Européens, c'était à une époque où les États-Unis étaient la superpuissance mondiale. C'est à ce moment-là que les États-Unis étaient l'hyperpuissance. Et l'Europe, bien sûr, en tant qu'allié proche des États-Unis, était renforcée en tant que partie de cet empire. Mais le monde a changé, et le parapluie protecteur des États-Unis pour Aliyev ou pour les Européens n'est pas très impressionnant. Donc, à moins qu'il ne revoie sa politique étrangère et n'examine attentivement la carte, ainsi que ce qui se passe dans le monde qui l'entoure, son pays pourrait rencontrer de sérieux problèmes à l'avenir. Surtout, comme je l'ai dit, c'est un petit pays, très dépendant du pétrole et du gaz, et il n'a pas la capacité de résister à une puissance comme l'Iran. Et sa population, une grande partie de la population, est très favorable à l'Iran. La plupart, vous savez, la plupart des Azerbaïdjanais sont iraniens. Et lui, bien sûr, réprime la religion dans son pays, ce qui le rend très impopulaire. De nombreux chefs religieux, presque tous les principaux chefs religieux du pays, sont en prison ou assignés à résidence. Et bien sûr, son alliance avec le régime israélien, alors que cet holocauste est en train de se dérouler à Gaza et que le massacre se poursuit au Liban ou en Égypte, en Cisjordanie, les tueries au Liban et en Cisjordanie continuent, provoque la colère du grand public, comme c'est le cas dans toute la région et au-delà, lorsque les gens voient leur gouvernement coopérer avec Netanyahou et son régime. C'est donc une question qui, à mon avis, devra être abordée à Bakou dans les jours, semaines et mois à venir, d'une manière ou d'une autre. Mais la Syrie, je pense, est un cas différent, Glenn. Je pense que la Syrie, bien sûr, les sanctions auraient dû être levées depuis longtemps. Ces sanctions sont des sanctions barbares contre n'importe quel peuple, où qu'il soit dans le monde. Elles ne peuvent être imposées que par des régimes dépourvus d'humanité. Que ce soit à Cuba, en Afghanistan, au Yémen, en Syrie ou ailleurs, les sanctions visent les gens ordinaires. C'est leur objectif. Dire le contraire, c'est simplement tromper. Lorsqu'ils affirment qu'ils visent le gouvernement, ou ce qu'ils aiment appeler des régimes, c'est juste pour justifier leurs actes, mais l'objectif est de nuire aux gens ordinaires.
C'est une guerre. C'est comme bombarder des populations, mais sous une forme silencieuse de meurtre. Ce n'est donc évidemment pas une bonne chose. Les Américains ne devraient pas être remerciés pour cela. C'est comme si les Israéliens mettaient en place un cessez-le-feu à Gaza, par exemple. Personne ne devrait remercier le régime s'il y a effectivement un cessez-le-feu. Mais je pense que la Syrie est en train de s'effondrer. Je veux dire, Jolani ou Shara, ou peu importe comment ils veulent l'appeler, il ne pourra rien faire de positif pour la Syrie. Et je ne pense pas que ce soit son intention. Les différents groupes qui sont alignés avec lui sont profondément divisés. Il existe de profondes divergences entre eux. Il y a aussi des milliers de combattants étrangers, et beaucoup de ces salafistes et wahhabites ont leur propre agenda. La Syrie est un pays détruit. Le régime israélien, après la chute du président Assad, est allé détruire les infrastructures du pays. Ils ont occupé des territoires clés, et Shara est désespéré. Il s'intéresse davantage à tuer son propre peuple ou à attaquer les frontières du Liban qu'à exercer une pression militaire sur le régime israélien pour les pousser hors de son territoire. Et le régime israélien est déjà surmené. S'il y a un moment où il pourrait exercer une pression sur le régime, c'est maintenant, car ils sont mobilisés partout et mènent la guerre partout. Mais il n'a aucune intention de le faire. C'est quelque chose que les Iraniens avaient prédit dès le premier jour, en 2011, lorsque le Qatar, la Turquie et d'autres soutenaient cette sale guerre au nom des Américains et des Israéliens. Les Iraniens disaient depuis le début que l'objectif était de détruire la Syrie, d'amener au pouvoir un régime obéissant aux États-Unis. Et c'est essentiellement ce qui s'est produit aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui ont soutenu cette sale guerre, je pense, commencent à se rendre compte de la réalité, à l'exception d'une partie de la population qui a été tellement endoctrinée par l'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite, ainsi que par les salafistes et les wahhabites. Vous savez, ces personnes sectaires et racistes qui ne changeront jamais d'état d'esprit. À part eux, tout le monde a désormais compris ce qui se passe réellement en Syrie. Mais je ne pense pas que cela profitera aux États-Unis, car plus Shara ou Jolani se rapprochent d'Israël, plus la résistance se renforce. Parce que ce que les États-Unis, les Israéliens et leurs alliés régionaux comme Erdogan, le Qatar et d'autres ont réussi à faire par le passé, c'est d'utiliser le sectarisme pour diviser la région. Et c'est ainsi qu'ils ont affaibli la résistance. Mais maintenant, je pense qu'après ce que nous avons vu au Liban, ce que nous avons vu au Yémen et la guerre contre l'Iran, les populations de la région reconnaissent le rôle que la résistance et l'axe de la résistance jouent dans le soutien au peuple de Gaza. Et si Shara, ou quelqu'un d'autre, mais surtout Shara, fait davantage de pas vers la normalisation, alors davantage de personnes vont rejoindre la résistance. Ceux qui se sont opposés à la résistance, parce qu'ils croient que les récits sectaires et autres utilisés contre la résistance vont évoluer. J'ai donc toujours dit que plus un pays se rapproche d'Israël, moins il devient populaire, et moins il est légitime aux yeux de son propre peuple. Le seul pays qui peut se permettre ce genre de choses, c'est un pays comme les Émirats, parce que les Émirats sont un État policier. Ils surveillent tout ce qui se passe avec une telle minutie que personne dans le pays n'osera dire quoi que ce soit. La plupart des gens aux Émirats sont des étrangers. Ce sont des travailleurs sous contrat, une sorte de population quasi-esclave. Un peu plus d'1 million de personnes dans ce pays possèdent réellement un passeport émirati. Les autres sont des étrangers. Ainsi, le contrôle exercé par l'État est immense. Mais les autres pays sont toujours confrontés à de graves difficultés. La situation en Jordanie n'est pas bonne. La situation en Syrie n'est pas bonne.
même en Arabie saoudite, la population s'attend à ce que le gouvernement saoudien soutienne le peuple palestinien. Mais si le gouvernement saoudien est perçu comme s'éloignant du peuple palestinien, cela sape l'autorité de l'État. Donc en ce moment, dans ces circonstances où tout le monde est en colère et indigné, et où jour et nuit, il regarde ces scènes, pencher en faveur du régime israélien renforce en quelque sorte l'axe de la résistance. En ce qui concerne, je suppose, la carte changeante ou les systèmes alignés au Moyen-Orient, comment la guerre modifie-t-elle la relation entre la Russie et l'Iran? Parce que les Russes avec qui j'ai parlé faisaient généralement remarquer que l'Iran et la Russie ont ces différends historiques, mais qu'après les intérêts communs et la coopération en Syrie, ils ont vu une opportunité de faire progresser ce partenariat limité et de le renforcer pour créer un partenariat stratégique beaucoup plus large. Ce qui est particulièrement important aujourd'hui à l'ère de l'OCS, des BRICS et de ce projet d'intégration eurasiatique où l'Iran sera un partenaire clé de la Russie. Et je suppose que dans cette guerre, il y a aussi eu certaines inquiétudes du côté de Moscou. Ils ont constaté des négociations malhonnêtes, quelque chose qu'ils ont eux-mêmes découvert à de nombreuses reprises. Ils ont constaté l'utilisation de drones qui ont été introduits clandestinement dans leur pays. Cela s'est également produit en Iran, où ils ont attaqué les réacteurs nucléaires. En Russie, ils ont attaqué la force de dissuasion nucléaire. Ils voient donc beaucoup de similitudes. Mais j'entends aussi la question suivante. Dans quelle mesure n'y a-t-il pas eu, pourquoi n'y a-t-il pas eu plus d'intégration? Et ils pointent souvent du doigt l'Iran en disant qu'il existe encore beaucoup de méfiance envers les Russes en Iran. Je suppose que c'est pour de bonnes raisons. On peut remonter au XIXe siècle. Il y a eu de nombreuses guerres. Donc encore une fois, il y a des raisons à cette méfiance. Mais comment voyez-vous ce partenariat fonctionner dans la réorganisation plus large de la région? J'ai toujours été un partisan des relations entre l'Iran et la Russie. Je pense que je suis connu pour cela en Iran, bien avant que cela ne devienne plus populaire. Je veux le préciser d'abord pour que vos téléspectateurs comprennent d'où je viens. Les Iraniens et les Russes, bien sûr, je ne veux pas entrer dans l'histoire, mais depuis la Syrie, les deux pays ont commencé à collaborer plus étroitement parce qu'ils étaient tous deux préoccupés par les extrémistes takfiris. Ce sont des outils que les États-Unis et l'OTAN utilisent depuis des décennies, que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan, en Libye ou en Syrie. Et maintenant, plus récemment en Iran, nous avons vu que ces collaborateurs sionistes à l'intérieur de l'Iran, beaucoup d'entre eux étaient des salafistes, wahhabites, takfiris, membres de l'État islamique, d'Al-Qaïda, ce genre de personnes. Ils ne forment pas un groupe unique, mais beaucoup d'entre eux viennent de ce genre de milieu, qu'ils soient soi-disant réfugiés, immigrés illégaux ou sans-papiers, peu importe le terme que vous souhaitez utiliser, ou qu'ils soient iraniens. Beaucoup d'entre eux avaient ce type de parcours. Et eux, bien sûr, comme en Syrie, collaborent très facilement avec le régime israélien. En Syrie, les Iraniens, lorsque Alep a été libéré de ces groupes extrémistes, voulaient terminer le travail à Idlib, mais les Russes voulaient conclure un accord avec Erdogan. L'Iran était contre cela, mais finalement les Russes ont eu gain de cause. Et cela a été, je pense, un facteur décisif dans la situation actuelle en Syrie. De plus, dans le Caucase, les Iraniens avaient des politiques différentes de celles de la Russie. Et aujourd'hui, je pense que les Russes commencent à voir que l'Iran avait probablement... Ils n'avaient pas tort. Ils étaient probablement... Et leur compréhension des changements qui se produisaient dans le Caucase à cause des États-Unis et des Européens. Je pense que les Russes commencent à montrer une certaine inquiétude. Mais je pense que le point principal est que les relations entre l'Iran et la Russie
se sont beaucoup améliorés et qu'ils ont un partenariat très solide dans différents domaines. Je pense que la question clé en ce moment est que la Russie compte 2 millions de russophones en Israël, en Palestine. Et c'est une question très compliquée pour les Russes. Donc, je pense, pour le dire très prudemment, qu'en ce moment, s'il y a un obstacle à l'élargissement de la relation entre l'Iran et la Russie dans tous les domaines, c'est l'inquiétude que la Russie éprouve à propos de ces 2 millions de personnes qui se trouvent en Palestine et de l'influence qu'elles exercent en Russie d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que s'il y a un problème, il ne vient pas du côté iranien. L'Iran, bien sûr, tu as raison, les Iraniens ont une histoire avec la Russie. Et aussi ces dernières années, comme je l'ai dit, en Syrie et dans le Caucase, les Iraniens n'ont pas été satisfaits de certaines des politiques menées par la Russie. Et je pense que les Iraniens se sentent confortés dans l'idée que leur point de vue était probablement juste, notamment sur le rôle de l'OTAN, qui va rester implacable à la fois en Syrie et dans le Caucase. Mais je pense que probablement la seule chose qui retient, et encore une fois, la relation est très bonne, mais je pense que le seul problème qui existe aujourd'hui entre l'Iran et la Russie, et qui pourrait freiner une coopération plus poussée dans certains domaines, serait le fait que la Russie compte 2 millions de ses propres citoyens en Palestine. Maintenant, cela ne veut pas dire que la relation, je dois encore insister là-dessus à plusieurs reprises, la relation reste très bonne. Et la relation d'aujourd'hui ne peut pas être comparée à celle d'il y a 3 ans et demi. Mais je pense qu'il faut regarder la population en Palestine et le nombre de russophones qui s'y trouvent pour mieux comprendre d'où viennent certains des problèmes, disons, les problèmes qui existent, et leur origine. Oui, c'est intéressant. Le président Poutine a effectivement mentionné, on lui a demandé d'où venait cette bienveillance envers Israël, et il a répondu qu'il fallait prendre en compte la réalité de ces russophones. Donc oui, c'est un point intéressant. J'aimerais aussi poser une question, peut-être très spécifique, mais concernant la possibilité d'une reprise de cette guerre, on voit que Trump insiste vraiment sur un mot, encore et encore. Il répète, « Nous avons anéanti le programme nucléaire iranien ». Il s'en est même pris à CNN en disant, « Il faut utiliser le bon mot, anéanti, il ne reste plus rien ». Et les gens ont interprété cela de différentes manières. Certains y voient simplement son comportement habituel, vous savez, narcissique, autocongratulatoire. C'est moi qui l'ai fait. N'était-ce pas la plus grande frappe de l'histoire? Mais d'autres l'ont interprété comme une volonté de mettre fin à la guerre. Parce qu'en affirmant que tout a été anéanti, qu'il n'y a plus de programme nucléaire iranien, il n'y a alors plus de raison de se battre, et Israël doit se retirer. Donc, encore une fois, il y a différentes interprétations. Honnêtement, je suis encore indécis. J'imagine que c'est aussi une tactique délibérée d'être très ambigu. Et encore une fois, je pense que c'est une approche très perturbatrice et dangereuse d'être aussi ambigu. Mais comment interprétez-vous cette déclaration selon laquelle nous avons anéanti le programme nucléaire iranien? Je ne pense pas que ces deux interprétations soient mutuellement exclusives. Et je pense qu'il s'agit probablement d'une combinaison des deux. Même si je n'ai aucun moyen d'évaluer laquelle, les Américains, les Israéliens et les Européens mènent de nombreuses cyberattaques en Iran. Donc les Iraniens, chaque fois que ces attaques deviennent très intenses, ralentissent l'Internet pour protéger le pays jusqu'à ce qu'ils puissent gérer l'attaque. Ainsi, et trois costam sur une série très souvent. Dois-je continuer? Oui, vous disiez que c'était probablement une combinaison des deux, puis ça s'est figé et a disparu.
Oui, je pense que c'est une combinaison des deux et que Trump ne veut pas de conflit avec l'Iran parce qu'il sait que ça ne se terminera pas bien pour les États-Unis, ni pour le monde, ni pour qui que ce soit. Mais il y a aussi ce narcissisme. Donc, je pense que c'est probablement une combinaison des deux. En fait, je suis sûr que vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, Trump a parlé de Netanyahou et de ses problèmes avec la justice, et il disait qu'on devrait lui laisser la paix, que c'est un grand dirigeant. Et je pense, et c'est juste mon interprétation personnelle, elle peut être erronée. Mais je pense que la raison pour laquelle Trump veut soutenir Netanyahou et faire pression sur l'opposition de Netanyahou, c'est peut-être parce qu'il veut que Netanyahou se sente plus en sécurité, afin que Netanyahou n'élargisse pas davantage la guerre. Encore une fois, je peux me tromper complètement, mais je pense, parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un comme Trump devrait investir autant dans ce monstre génocidaire, puisque ça détruit encore plus l'image des États-Unis à travers le monde, même s'il ne reste déjà plus grand-chose de cette image. Mais je pense que les principaux, je ne dis pas que Trump vaut mieux que Netanyahou, mais le fait est que, pour qu'il investisse autant dans cet individu, c'est au détriment de l'opposition à Netanyahou au sein du régime israélien. Je pense que ça pourrait être lié au fait que l'une des raisons pour lesquelles Netanyahou s'engage constamment dans la guerre et crée des crises, c'est parce qu'il veut rester au pouvoir, parce qu'il ne restera pas hors de prison. Et il a besoin de ces crises. Donc je me disais peut-être que Trump dit à l'establishment politique israélien de laisser Netanyahou tranquille, afin que Netanyahou se calme et mette moins de pression sur les États-Unis, moins de pression sur Trump et apaise les tensions dans la région. Mais encore une fois, ce n'est qu'une spéculation personnelle. Je n'ai absolument aucune preuve de cela. Oui. Eh bien, c'est possible. Mais voyez-vous, juste une dernière question. Voyez-vous des signes indiquant que la guerre pourrait reprendre bientôt, ou est-ce que pour l'instant tout va bien, je suppose? Le sentiment à Téhéran est que le régime israélien attaquera probablement de nouveau, parce que la première offensive ne s'est pas bien passée pour le régime. En fait, cela a renforcé l'Iran, même si le premier jour, l'Iran a été gravement touché. De nombreux commandants de haut rang ont été assassinés et sont devenus des martyrs. Et bien sûr, il y avait tous ces terroristes et ces terroristes takfiri à l'intérieur de l'Iran qui menaient des actes de sabotage. Donc le premier jour a été très mauvais pour l'Iran. Mais ensuite, après, je pense, 14 heures, lorsque les missiles et les drones ont commencé à frapper Israël, nous avons vu progressivement la situation s'inverser après quelques jours. Ça devenait de plus en plus évident. Et à la fin de la guerre, au 9e, 10e, 11e jour, il était clair que Netanyahou était en difficulté. Donc, si l'on considère les choses sous cet angle, on pourrait dire que le régime israélien ne devrait probablement pas attaquer, car l'Iran est manifestement plus fort, et l'Iran se prépare actuellement à une riposte très très sévère contre le régime israélien s'il initie quoi que ce soit. Mais encore une fois, il faut revenir à Netanyahou et au fait que Netanyahou a besoin d'une crise. Il a besoin que la région soit en plein chaos. Il est donc tout à fait possible que lui et ses alliés, et même très probable aux yeux de beaucoup ici, qu'il frappe à nouveau. Et vous savez, l'une des choses qui s'est produite lors de cette guerre de 12 jours, c'est qu'un mythe majeur a été brisé. Et c'était le mythe que nous avons vu en Occident depuis bien plus d'une décennie. À savoir, ils ont toujours affirmé que l'Iran était un château de cartes, qu'il pouvait facilement s'effondrer, qu'il suffisait de lui donner une petite poussée.
C'est ce que nous entendons dans les think tanks américains depuis très longtemps maintenant. Et dans cette guerre, ils ont assassiné tant d'officiers et de généraux supérieurs des gardiens de la Révolution que, selon cette analyse, le pays aurait dû s'effondrer. Mais cela n'a pas été le cas. La population s'est ralliée non seulement à l'État et aux dirigeants, mais aussi aux gardiens eux-mêmes. Et je pense que cela a détruit le mythe selon lequel l'Iran serait intrinsèquement faible. En fait, je pense que cela montre tout le contraire. Cela montre à quel point l'Iran est fort. On peut tuer tant de ses dirigeants, mais rien ne se passe, et les gens descendent dans la rue pour manifester leur soutien. Je soutiendrai donc vigoureusement que l'Iran est ressorti plus fort de cette guerre et bien plus populaire à travers le monde également. Je ne pense donc pas qu'il soit judicieux pour le régime d'attaquer. Mais je pense qu'en Iran, on s'attend à ce que Netanyahou, qui viole chaque jour le cessez-le-feu au Liban, malgré le fait que les pays occidentaux en soient les garants, et qui a déchiré l'accord de cessez-le-feu avec Gaza aux côtés de Trump, on s'attend à ce qu'il lance une attaque. Mais cette fois-ci, les Iraniens sont bien mieux préparés, et le plan est de frapper le régime israélien bien plus durement. Eh bien, professeur Marandi, comme toujours, merci de me laisser profiter de votre expertise. Et oui, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Glenn. Prends soin de toi aussi.